Notre rencontre quotidienne, c'est une conversation à trois voix avec notre invité. Ce midi, il est journaliste, humoriste et vidéaste dans les deux cas. Présenté comme un pionnier du data journalisme en France, il a été le chef du service vidéo du journal Le Monde, l'occasion de mettre les pieds dans le web et d'y déployer ses talents donc de journaliste et d'humoriste. Vous le connaissez certainement pour ses chroniques vidéo pédago-humoristiques qui mettent en lumière les petits riens et la banalité du quotidien. Vous savez alors qu'il sait tout faire, écrire, jouer, monter des vidéos et même chanter. Et c'est certainement pour cela, il nous le dira, qu'il convoque toutes ses compétences pour un premier spectacle sur scène intitulé Authentique. Bonjour David Castello-Lopez. Bonjour Géraldine. Bienvenue dans les Midis de Culture. Merci de m'inviter. Eh ben, on est ravis de vous recevoir. Voilà, alors David Castello-Lopez, soyons très clairs. On veut donc des réponses authentiques dans cette rencontre. Oui. Ça fait quoi de monter sur scène devant un public ? Alors au début c'est terrorisant, mais terrorisant à un point qu'il n'y a pas grand-chose d'autre qui m'a autant terrorisé dans ma vie. Et comme plein de choses, on s'y fait. C'est assez fou, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand je monte sur scène, j'ai plus vraiment le trac. Non. Non, plus vraiment. Même quand la salle est très grande, parce qu'en fait, il y a un truc tout bête que j'ai fini par remarquer que j'avais, c'est que j'ai un trac assez rationnel, c'est-à-dire que j'ai vu ce qui pouvait se passer de pire. C'est en gros, je sais pas, j'ai fait des dates un peu moins bonnes que les autres où les gens ils rigolent moins. Voilà, bon bah c'est tout. En fait, on meurt pas. Je connais mon texte, j'ai confiance en mon régisseur. Disons que ce qui peut se passer de pire est pas si grave, et donc en fait on dit en fait pourquoi j'ai peur. Même une crise cardiaque par exemple, vous envisagez alors pas non mais ça c'est permanent, ça c'est une angoisse voilà, permanente de la mort, bien sûr, mais pas plus sur scène qu'ailleurs quoi. Donc il y avait de l'angoisse. On me le pardonnera d'avoir raté ma date si jamais je meurs sur scène. Oui c'est vrai, c'est une belle mort, en plus on vous retiendra. Exact. Donc il y avait du stress, de l'angoisse, de la peur, parce que monter sur scène, vous l'aviez déjà fait. Parler devant un public, vous l'aviez déjà fait. Là, c'est vrai, vous ne vous cachez plus derrière la vidéo, derrière un micro, derrière un écran de télévision, mais vous montez sur scène pour faire rire. Ouais, c'est ça. Ça fait exponentiellement plus peur que de monter sur scène pour n'importe quelle autre raison. Et c'est pour une raison très simple qu'on peut expliquer très simplement, c'est que la réaction qu'on attend du public quand on fait des blagues, elle fait du bruit. C'est sonore. Et donc oui, même si vous ne voyez pas le public parce qu'il y a des projecteurs, parce que la scène est grande, etc. Vous l'entendez. Alors que si ce que je fais c'est poignant ou émouvant, bon bah là, ça s'entend pas. La tristesse, à moins que ce soit des sanglots, mais la tristesse, ça fait pas de bruit. Le fait d'être intéressé par quelque chose, ça fait pas de bruit. Le rire fait du bruit. Donc quand le rire ne vient pas, non seulement vous vous en rendez compte sur scène, mais le public se rend compte que la salle n'a pas ri. Et donc tout le monde est gêné, et c'est affreux, c'est vraiment très très triste. Beaucoup plus triste que de rater quelque chose de triste, justement. Alors c'est du spectacle vivant, je l'ai dit, c'est donc très différent de ce que vous faisiez avant, puisque évidemment quand on monte une vidéo, ça y est, elle est figée, on la publie, on lit les commentaires. Ouais. Donc là, les réactions, effectivement, elles sont immédiates, mais c'est aussi ça qui est amusant. C'est aussi pour ça qu'on monte sur scène, pour se dire, voilà, est-ce qu'à ce moment-là, je fais rire ? Comment je ferai la prochaine fois ? Quel est le public que j'ai en face de moi ? Tout à fait, il y a quelque chose, d'être en face des gens, c'est plus vivant, mais pour ça, tout le monde le dit, je pense que mais c'est quand on commence à le vivre, on fait, c'est génial. Je me souviens très bien, d'ailleurs, de la première fois que j'ai fait une scène et où je faisais des blagues, c'était pour un truc qui s'appelle le Live Mag. Le Live Mag, c'est un journal vivant. Un journal vivant sur scène. Voilà, il y a des personnalités qui viennent raconter une histoire vécue, vraie, voilà, et partagent ce moment avec le public. Exactement. Et c'est ça que mes premières scènes, c'était ça. Et moi, il se trouve que j'aime bien faire des blagues, donc j'ai raconté des histoires. Je y allais en tant que journaliste, mais des histoires vraies, et j'ai mis des blagues dedans. Tout le monde raconte des histoires vraies, mais moi j'ai mis un peu des blagues parce que j'aime bien. Et c'était au Casino de Paris, et c'était la première fois où je disais quelque chose, et là il y a la salle qui rit, et j'ai fait mais je veux ça tout le temps, en fait, tout le temps. Et ce moment aussi, qui peut d'ailleurs ne pas du tout être le cas, mais le moment où on commence à savoir, c'est genre, attends, si je mets une pause de 2 secondes là, et que je dis le mot d'après, je suis sûr qu'ils vont rire. Et ces moments où, en fait, il y a une communion quand on est sur scène avec la salle, ce qui, encore une fois, n'arrive pas tout le temps, mais quand ça arrive, il y a une sorte de bonheur, mais presque sensuel. Hein. Voilà. Les nazis étaient allemands. Mais fondamentalement, le nazisme aurait pu naître dans un autre pays. En Angleterre, au Mexique, au Portugal. Quelquefois, je suis seul chez moi le soir et je me sens down, me sens un petit peu down. Et tout à coup, je commence à imaginer que les nazis n'étaient pas allemands, mais portugais. Et je ris.
et brusquement la vie vaut de nouveau la peine d'être vécue. Parce que si les nazis avaient été portugais, la liste de Schindler, ça ne se serait pas appelé la liste de Schindler. Ça se serait appelé La Lista do José, l'histoire d'un homme qui a dit non au totalitarisme. Et toi, espèce de petit youpão, je vais te tuer. Arrêtez, monsieur l'OSS. Certes, c'est un petit youpão, mais c'est également un être humain. Tu as raison. Merci, monsieur José. Vous êtes un bienfaiteur du peuple juif. La Lista do José, prochainement sur vos écrans. Un extrait de votre spectacle, David Castello-Lopez. J'adore faire l'accent portugais, vraiment, je pourrais... Bah allez-y, tout l'entretien en accent portugais. Tout l'entretien avec l'accent portugais, que ça n'aurait aucun sens, malheureusement. Pour être authentique, c'est le titre de votre spectacle. Il faut d'abord parler de soi, et c'est ce que vous faites dans ce spectacle, puisque vous le dites, vous avez des origines portugaises, vous venez d'une famille juive, et ça vous procure une forme d'immunité. C'est aussi pour cela que vous allez sur ces sujets-là, les thèmes de l'accent et de la religion aussi. Alors il faut dire que ça c'est la blague d'introduction du spectacle, et ensuite tout le spectacle n'a pas grand-chose à voir avec ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est au début, c'est que le spectacle s'appelle Authentique, il parle du thème de l'authenticité, mais j'avais ce truc que j'avais envie de faire, je savais pas où le mettre, et je me suis dit bon, je vais le mettre au début, puis ensuite on commence. C'est comme une sorte de mini première partie du spectacle qui dure qu'une minute 30. Mais bien sûr, ce que je dis, c'est que je suis immunisé contre le fait de faire Enfin, on m'en voudra jamais de faire ces blagues-là parce que je fais partie des catégories dont je me moque. Alors quand c'est le Portugal, c'est pas grave, tout le monde s'en fout qu'on fasse des blagues sur le Portugal, mais les Juifs non. Et donc c'est bienvenu que je sois juif moi-même pour pouvoir les faire. Voilà. Oui, parce que vous nous parlez effectivement sur le Portugal, par exemple, des clichés liés au Portugal, des souvenirs d'enfance où vous aviez peur de devenir poilu. Voilà, mais ça c'est aussi une forme de comment dire. C'est au début, c'est pas simplement parce que vous saviez pas où le mettre, c'est parce que ça a aussi nous un rapport avec le public. Vous exposez à quelque sorte avant de peut-être vous lancer plus en avant. Tout à fait, mais en fait je pense que c'est comme souvent quand on fait l'humour, mais pas seulement d'ailleurs. On parle de ce qu'on connaît et moi c'est comme ça que je parle. Oui, effectivement, du fait que d'ailleurs plus que le fait d'être juif, c'était plutôt on m'a plutôt fait des blagues sur t'es portugais, trop marrant. Puis en plus, comme je dis, je vivais dans la terreur de devenir poilu et ben c'est ce qui s'est passé. Voilà. Donc et que les gens adorent, pour une raison qui m'échappe un petit peu, les gens adorent quand les clichés se confirment. Les gens, et surtout quand c'est des clichés inoffensifs comme celui-là, les gens adorent voir des Portugais poilus. Oui. Ça les met vraiment de bonne humeur. C'est-à-dire que s'il y a un Mais truc ils vous le disent, par exemple? Comment vous savez que ce cliché est mais non, parce satisfaisant? qu'on voit, genre, elle me dit, ouais, hein, t'es portugais, hein, et on voit qu'il y a une sorte de petite jubilation dans le fait que cette case qu'ils ont dans la tête prend vie et se vérifie. Et est-ce que je leur en veux tant que ça? Franchement, pas. Moi, en fait, j'ai toujours dit ça. C'est genre moi, en fait, une remarque désagréable sur quelque sujet que ce soit, je la prends mal parce qu'elle est désagréable. Je préfère une blague inoffensive sur le fait que je suis juif ou portugais qu'une blague un petit peu méchante et cruelle sur mes chaussures. Vraiment, sur le fait que mes chaussures elles sont pas belles. Vraiment, je vais le prendre beaucoup plus mal. Voilà. Le spectacle, il s'appelle Authentique. L'authenticité des choses qui nous entourent, c'est l'objet du spectacle. C'est ça que vous essayez de nous démontrer. Alors, je l'ai dit, il y a des petits riens, un peu, voilà, des questions qui peuvent nous venir dans la vie quotidienne. Mais il y a aussi l'authenticité, c'est l'idée de classifier les choses. Oui. Et là, vous prenez l'exemple, par exemple, d'Emmanuel Macron, qui vient parler au salon de Châlons en Champagne, des vrais gens. Et les vrais gens, voilà. Qu'est-ce que c'est les vrais gens? Les vrais gens. Alors l'expression les vrais gens. Bon, les vrais gens, en fait, c'est dur de dire ce que ça veut dire parce qu'au fond, ça veut pas dire grand-chose. Mais en fait, c'est que ça veut quand même dire quelque chose de très précis. C'est-à-dire que si juste on plonge au fond du truc, on se dit bon, ça veut. Mais en fait, ce que veulent dire les gens quand ils parlent des vrais gens, les vrais gens, c'est qui? C'est les gens qui, alors soit sont pauvres, soit malades, soit en difficulté. Voilà. D'ailleurs, on parle par exemple de ces gens qui connaissent la vraie valeur de l'argent. C'est pas les riches, c'est les pauvres. Et l'idée qu'il y a derrière ça, c'est que l'épreuve et la difficulté contiennent plus de vérité que le confort et la richesse. Ce qui est un tout petit peu étonnant. C'est dur à prouver d'un point de vue philosophique que c'est vrai, mais c'est une intuition qu'on a fort. C'est-à-dire que, en fait, avoir faim, c'est plus vrai que de manger à sa faim.
Et je dois dire que j'ai beau avoir du mal à expliquer qu'on fait une différence de cet ordre-là, je la ressens quand même un petit peu moi-même, quoi. Que ouais, en fait, souffrir, c'est plus vrai. La douleur, par exemple, elle est quelque chose d'implacable qui la rend plus vraie que l'absence de douleur ou même la joie, en fait. Mais entre les vrais gens et l'authenticité, il y a vraiment cette idée, enfin, ce lien de découvrir ce qu'il en est vraiment, ou la vérité. Enfin, c'est ça qui dans votre spectacle, oui, ou même dans sûr. vos démarches, même, vous étiez journaliste. Vous vous définissez d'ailleurs encore comme journaliste? Oui. Bah parce que je suis encore sur Arte, sur Combiné où j'interviewe des gens. Sur Arte, je vérifie tout ce que je dis. Alors c'est pas des trucs sur l'actualité, mais voilà, vous vérifiez. Je vérifie, et y compris il y a des moments dans le spectacle qui sont exactement de cet ordre-là, qui sont qu'on pourrait dire journalistiques. En fait, vous, ce qui vous intéresse, c'est de vérifier, de revenir à l'essence de pourquoi on fait ça, ou pourquoi il y a une chose, tout à fait. ou pas une autre. En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand je dis des choses qui sont de l'ordre de l'explication, il y a tout un passage sur mon spectacle où je parle des origines de l'hymne portugais, avec en fait, je fais une sorte de explication historique. Et tout ça, c'est un travail. En gros, c'est un travail, on pourrait dire, je sais pas. Alors, je suis journaliste, pas vraiment, parce que c'est pas de l'actualité, mais c'est un travail de recherche, et j'en parle comme en parlerait un journaliste. Et même quand, alors c'est pas toujours le cas, mais il y a certaines blagues que je fais sur lesquelles je m'appuie sur des documents. Je dis par exemple, moi, l'accent bourge. J'ai un petit accent bourge, comme ça, voilà, c'est comme ça. Je l'ai depuis toujours, voilà. Et je dis que je m'en suis rendu compte grâce à une vidéo, et je montre la vidéo où on me voit à l'âge de 8 ans qui fait papa, comme ça, un petit truc comme ça, et voilà. Donc en fait, j'ai envie de dire oui, c'est jusque dans mes blagues, en fait, j'ai une façon un peu journalistique de faire des blagues, quoi. Voilà. Ce qui nous permet d'aborder le dispositif. Vous êtes seul en scène, mais pas totalement, puisqu'il y a ce grand écran derrière vous avec lequel vous jouez. Vous l'avez dit, vous diffusez des photos de votre début de moustache quand vous êtes adolescent, des images, des vidéos, des extraits de films, des extraits de publicité que vous décortiquez aussi. Donc c'est là où on retrouve aussi votre patte journalistique, puisqu'il y a effectivement, je disais, vous faites œuvre de pédagogie par certains endroits. Il y a un petit côté presque conférence, voilà, où vous abordez les choses avec humour, mais est-ce que votre marque de fabrique aussi, c'est l'idée d'aller débusquer une hypocrisie, de mettre en lumière quelques absurdités ou des choses auxquelles on ne pense même pas. Par exemple, vous dites, il y a que les êtres humains qui arrivent à faire semblant. Oui, il y a que en fait, ce qui est marrant dans le thème de l'authenticité, c'est pas de parler des gens authentiques, c'est de parler précisément de l'inauthenticité, de ce qui fait que on est de mauvaise foi, qu'on est faux, qu'on n'est pas vrai, de la vanité, du fait d'avoir envie de donner une bonne image de soi-même. C'est toutes ces petitesses en fait qui donnent lieu à des blagues. Et effectivement, ça c'est humain. Il y a que les êtres humains qui peuvent être inauthentiques. Je dis souvent ça, et je le dis dans le spectacle, mais genre jamais vous demanderez si un saumon est sincère. Jamais vous demanderez si un tilleul, il n'est pas en train de vous la faire à l'envers. On se pose pas ces questions-là quand même pour ces chats, par exemple? Les animaux domestiques, quand même, la question se pose. Elles peuvent se poser un peu, mais je pense que... ils ont des tactiques. Mais je pense que si on pense qu'ils ont des stratégies et des tactiques, etc., c'est qu'on plaque sur eux une partie de nous-mêmes, en fait. On les morphise un peu, et que je pense que non, un chat c'est alors on pourrait dire c'est quand même différent d'un caillou, ça c'est vrai, mais voilà, qu'est-ce qu'un chat c'est moins poilu, mais poilu. Non, la petite différence pour moi, le fossé il se fait dans la conscience qu'on a d'exister, c'est-à-dire que et ça, il y a quelques animaux qui ont une petite conscience d'eux-mêmes, des grands singes, je crois que les dauphins ils passent le test de la conscience d'eux-mêmes, en tout cas au sens humain. Les autres, non. Donc les dauphins et les grands singes pourraient être dans des postures un peu. Ils pourraient être dans des postures. Les dauphins sont dans la posture. Peut-être ce dauphin, il se la pète. Ouais. Mais c'est possible. Mais en tout cas, il y a ce truc de oui, nous, on est vraiment la seule espèce qui pouvons dire frontalement quelque chose et vraiment la signifier avec notre corps, avec nos expressions, et en fait pas en penser un mot et peut-être penser même le contraire. Moi, il m'arrive de dire à des gens genre comment j'ai adoré ton film, ton émission, ta chronique, alors qu'en fait, j'ai pas... Ou ton repas, alors que c'était délicieux. Alors qu'en fait, non,
c'était comme manger du sable et voilà, et on est un peu, je pense, les seuls êtres humains, les seules espèces en fait qui pouvons faire ça. Alors c'est amusant parce que du coup on questionne l'authenticité et si on ment parfois ou si on ne dit pas la vérité aux gens comme vous venez de l'aborder, c'est pour pas les blesser. Il y a aussi le tact. Aussi le tact. Est-ce que vous, votre humour, il est aussi de cette nature-là, c'est-à-dire vous essayez de faire rire sans blesser ceux qui sont là? Complètement. Moi, j'aime pas blesser les gens, mais mais ça veut pas dire que je pense que en fait, se sentir blessé, c'est toujours légitime. Je sais que c'est quelque chose qu'on a tendance à dire maintenant, c'est qu'en gros, je suis blessé, donc ce que tu as dit, c'est blessant. Je me fiche de ton intention, je me fiche de ce qu'il y a derrière. Tu dois accepter le fait que j'ai été blessé et considérer que ce que tu as fait, c'est mal. Je suis pas d'accord avec cette position-là. Moi, je pense que l'intention qu'il y a derrière une blague, elle doit être prise en compte pour juger cette blague. C'est pas hyper si à la mode. J'ai l'impression, enfin, ouais, mais en fait, je pense que c'est important. Et moi, j'ai ce truc que, pour moi, tant qu'une blague est pas faite pour être méchante et qu'elle n'est pas spécifiquement dirigée sur quelqu'un pour le blesser, et ben en fait, j'ai une grande acceptation de la blague, quoi. C'est-à-dire que moi, encore une fois, une blague sur les juifs qui peut être un peu forte, mais dont je vois que derrière, il n'y a pas de malveillance et il n'y a pas d'antisémitisme profond aussi, ça peut... Ouais, mais c'est difficile de faire cette distinction-là. C'est difficile, il n'empêche que c'est pas parce que c'est difficile qu'on peut pas quelquefois la faire. Et voilà, c'est comme ça. Et si tu veux, si vous voulez, pardon, si tu veux, ça y est, je suis en échappé, mec. Je vous en prie. Parce que peut-être que des gens sont... Si, par exemple, j'ai un exemple. Il y a quelqu'un qui a été blessé il y a pas longtemps parce que il y avait un prêtre dans la salle et je faisais une blague sur l'avortement. Il a été blessé et fondamentalement, je pense que je suis toujours triste d'avoir blessé quelqu'un, mais je lui ai dit, j'ai parlé de façon un peu légère de l'avortement, et pour lui, l'avortement, c'est quelque chose qui lui fait beaucoup de mal. Il considère que c'est pas bien du tout d'avorter. Moi, je suis pas du tout d'accord, je suis complètement pour l'avortement à fond la caisse, mais voilà, ça m'a fait un peu de la peine de le blesser, mais c'est pas pour ça que je vais arrêter de dire ce que je dis sur scène. Je prends beaucoup plus mal les humoristes qui disent t'es dans la salle et toi t'es gros. Ça, j'aime pas. Il y en a beaucoup qui font ça. Il y en a quelques-uns, oui, c'est un style. Après, j'avoue que les gens qui vont voir les spectacles de ces humoristes-là, ils sont contents de le faire. Donc en fait, c'est pour ça que c'est pas... Ils sont consentants. Ils sont complètement consentants. Ils sont complètement consentants. Et ça, c'est un truc que on le voit avec plein d'humoristes, c'est ça qu'ils viennent chercher. D'être bousculé, même violenté. D'être bousculé, oh là là, et toi, t'as pas de cheveux, ou t'es ridé, ou t'es petit, t'es comme ça. Et c'est différent dans un comedy club quand on arrive et qu'il y a un humoriste qu'on connaît pas qui nous fait. Mais quand il y a des humoristes dont on sait qu'ils font ça, et on va les voir, bah c'est très bien, en fait, tout le monde est content. Et ça, c'est un humour qui vous fait pas rire, par exemple? Pas beaucoup, non. Pas énormément. Mais ça peut arriver que ça me fasse rire quand même. Julien Santini, par exemple, il fait ça tout le temps. Je le trouve très très drôle. Mais pas toujours, quoi. Disons que c'est plus difficile de me faire rire avec ça. Voilà. Pourquoi envoyer des smoothies dans l'espace ? Depuis les années 50, on n'arrête pas d'envoyer des choses dans l'espace. Des satellites qui servent à regarder la télévision ou à savoir où est-ce que vous avez couru, des gens qui étudient la surface de la Lune ou les effets de la gravité sur leur propre corps, et même quelques bombes atomiques qu'on a fait exploser pour voir comment ça faisait. Mais, depuis quelques années, on envoie des choses beaucoup moins spectaculaires dans l'espace, comme par exemple des smoothies. Bon, non seulement des smoothies, mais aussi des tic-tac, des poussettes, des robes de mariée ou des hachis parmentiers. L'une des principales entreprises qui s'en occupe est basée en Angleterre et s'appelle Sent into Space, qui veut dire tout simplement envoyé dans l'espace. Les objets sont accrochés à un ballon qui monte lentement jusqu'à une 30aine de kilomètres au-dessus de la Terre. Alors ce n'est pas tout à fait l'espace au sens où l'entendent les scientifiques, qui considèrent généralement que l'espace commence à 80 km d'altitude, mais c'est déjà un peu l'espace quand même, dans le sens où on voit le ciel tout noir en pleine journée et qu'on peut observer la courbure de la Terre. Des images de l'objet sont alors enregistrées, et puis on fait exploser le ballon à distance.
L'objet se pose généralement dans la campagne où on peut le récupérer. C'est le moment de vérité, sans comme il est froid. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien, pour faire de la publicité. People said it was impossible to send a blender into space to make the first movie in space. We did it. Et ça marche plutôt bien. Moi, la seule chose que j'ai à vendre, ce sont des places pour mon spectacle, parce que oui, je fais un spectacle, et j'avoue que les envoyer dans l'espace, ça pourrait m'intéresser. Votre pastille intéressante, David Castello-Lopez, c'est diffusé dans l'émission 28 minutes sur Arte, et celle-ci date de mars dernier. Ouais. Et on se pose la question, pourquoi envoyer des smoothies dans l'espace? C'est moi qui vais la poser, la question. Des questions anodines, ça vous l'avez dit, des questions intéressantes. En fait, c'est là ce qui vous meut, c'est cette curiosité où, en nous donnant cette information, vous essayez de nous surprendre, vous essayez de nous titiller. Là, c'est cette chronique que je fais chaque semaine sur Arte, elle s'appelle Intéressant, c'en est à sa 5e saison, j'en aurais fait 200 à la fin de l'année, et Intéressant, en fait, c'est comme ça que je l'ai pitché. Je l'ai dit, genre, ça pourra parler de tout, d'économie, de politique, de science, de trucs. C'est juste là une petite promesse que je vous fais, c'est qu'à la fin, vous ferez genre, putain, à la fin de la chronique, vous ferez, putain, je savais pas ça. Ah tiens, c'est marrant. Et donc tout ce qu'on entend là, tout ce qu'on a entendu là, c'est vrai, c'est bien sûr. D'ailleurs, Géraldine posait la question, mais c'est vrai tout ça? Oui, c'est les poussettes qui m'ont poussette dans l'espace. Pub pour une poussette, on l'a envoyée dans l'espace. Ouais. Et d'ailleurs, si on voit la vidéo, je montre une image de la poussette dans l'espace. Donc il y a moins de doute. Je regarderai la vidéo oui. pour être sûr. Et non, et bien sûr que tout ça est vrai. Et c'est voilà, c'est qu'est-ce qui est intéressant. En fait, c'est effectivement, il faut qu'il y ait quelque chose de contre-intuitif. Là, c'est genre, on envoie des smoothies dans l'espace. Ah bon? Format court, l'idée de la synthèse, ça vient de votre formation de journaliste, évidemment. Ça vient un peu de ma formation de journaliste et ça vient surtout d'un moment, pendant 3 ans sur Canal+, j'ai fait une chronique dans une émission qui s'appelait L'effet papillon et qui s'appelait le Chiffroscope. Et le Chiffroscope, c'était une émission sur laquelle qui posait des questions un petit peu sur des grandes questions, genre le monde est-il de plus en plus pauvre, le monde est-il de plus en plus, je sais pas, est-ce que demain tout le monde sera obèse? Et on répondait à cette question en 2 minutes et quelques, en dessin animé, et avec des chiffres. Et on devait répondre en 2 minutes à des grosses questions comme ça. Et donc ça a été une école de la synthèse, mais comme jamais j'aurais pu en avoir même en tant qu'étudiant, quoi. C'est-à-dire que c'était toutes les semaines de ma vie, j'ai dû faire des grandes synthèses en m'arrachant les cheveux pour ne pas dire des choses fausses, dire des choses vraies et intéressantes et précises. Et c'est surtout ça qui a été mon école de la synthèse. Comment vous trouvez les sujets? Alors ça peut être des questions que je me pose moi-même. Je suis désolé, je suis un peu enrhumé, donc je parle du nez. Pardon. Mouchez-vous, hein, carrément. J'ai pas de quoi me moucher, sinon je l'aurais fait. Si on peut nous apporter. Ah oui, si on peut nous apporter des mouchoirs. Une émission donc c'est soit c'est des questions que je peux me poser moi-même, soit c'est parce que je lis beaucoup, je parle avec des gens, je lis énormément de journaux. Mais vous devez être tout le temps en alerte. Ça veut dire qu'en fait, à chaque fois, vous vous dites, pour ma prochaine chronique, je vais devoir avoir l'idée intéressante, mais toutes les idées sont pas intéressantes. Toutes les idées sont pas intéressantes. Alors qu'est-ce qui fait une idée intéressante? Voilà, c'est ça. Après, qu'est-ce qu'un chat? Qu'est-ce qu'un chat? C'est un caillou qui ressent. Merci beaucoup, merci. Le mouchoir est arrivé. Le mouchoir est arrivé. Donc je me moucherai plus tard peut-être quand. Alors je vais faire une question longue après. Allez-y. Oui. Qu'est-ce qui je me mouche. Allez-y, mais plutôt sur le côté du micro, pas complètement dans le micro, pas complètement dans le micro par contre. Vous allez revenir sur effectivement les idées intéressantes ou pas, mais je revenais sur votre. Allez-y, ça y est. Donc qu'est-ce qu'une question intéressante? Une idée. Une idée intéressante. Moi, je pense plutôt une question intéressante. C'est plus facile pour moi de dire qu'est-ce qu'une question intéressante parce que tout ce que je fais, ça a en commun c'est une question que je pose. C'est une question qui est intrigante en elle-même et dont la réponse est inattendue. Ça suffit pas que la question soit intrigante. Ça m'arrive. Alors, j'ai peut-être pas trouvé un exemple comme ça tout de suite, mais on a une question. J'ai la réponse. Et la réponse est nulle. La réponse est nulle. Donc, il faut que la question et la réponse soient intéressantes. Et ça veut dire qu'il doit y avoir des. Alors, quelquefois, ça peut arriver très fort qu'il y ait un fun fact, quelque chose sur je savais pas que les poulpes, je sais pas, quelque chose d'insolite, la rubrique insolite. Ouais, les poulpes, ils peuvent ouvrir des pots de confiture ou danser, etc. Et ben ça suffit pas parce qu'il faut qu'il y ait une question, il faut qu'il y ait une démonstration, il faut que ça c'est un fun fact tout seul, ça peut pas faire un bon épisode d'intéressant. Vous êtes déjà retrouvé à court d'idées?
Il y a des fois c'est un peu dur, c'est genre là, qu'est-ce que je fais, mais non. Puis depuis cette année, j'ai un ami et qui travaille un peu pour moi et qui quelquefois me trouve des idées. Une fois sur 3 à peu près, c'est lui maintenant. C'est important les amis. Voilà, vous avez raison. Ça s'appelle Luc, je le sais. Eh ben, voilà, merci Luc. Formation de journaliste, je l'ai dit. Vous êtes intéressé rapidement parce que vous êtes parti aux États-Unis pour suivre vos études à Berkeley au data journalisme. Oui. Et il y a aussi cette idée-là de montrer dans toutes les questions que vous vous posez, d'utiliser les chiffres, mais c'est parfois très aride, très abstrait, ça n'intéresse pas le plus grand monde. Et donc, à quel moment est-ce que vous vous dites, voilà, avec l'humour, je vais réussir aussi à transmettre des informations? Oui, je pense qu'en fait c'est pas vrai que les chiffres ça intéresse pas les gens, parce que quand on prend, si on fait suffisamment de recherches sur les chiffres, alors moi j'ai un tout petit peu fait de data journalisme à un moment, mais c'est pas moi qui fais mes bases de données maintenant, c'est juste que j'essaye de parler des choses à travers des données dures un peu qu'il y a sur les choses quand c'est possible. C'est pas toujours le cas, mais quand c'est possible je le fais. Bah en fait quand on prend le bon chiffre, il y a un côté il y a un côté beaucoup plus implacable que de prendre une collection d'anecdotes qui vont dans le même sens. Et c'est toujours moi ce que j'ai dit sur quand j'ai travaillé au Monde pendant un moment et j'étais chef d'un service et il y avait des gens qui me proposaient des sujets et beaucoup de sujets genre non témoignages et je leur dis en fait c'est toujours ça que je leur disais, c'est genre je veux savoir dans quelle mesure le témoignage que tu veux mettre en avant est représentatif d'un phénomène plus grand que lui. Et quand c'est ça, c'est l'idéal. Et on a les chiffres, des inégalités ou de la pauvreté ou de l'obésité. Et on dit tiens, il y a tant de personnes qui sont en surpoids en France. Et hop, là, si tu me donnes un témoignage de personnes en surpoids, ça va prendre une dimension beaucoup plus grande. Mais donc je pense pas qu'au fond, les chiffres soient pas intéressants. Je pense que les chiffres sont très intéressants. Il faut effectivement... En fait, il y a un risque que ce soit chiant, les chiffres. Donc, il faut en avoir conscience et il faut essayer de les présenter de la façon la plus légère possible, quoi. Mais c'est là où vous avez ces deux casquettes. Géraldine posait la question tout à l'heure. Est-ce que vous vous sentez toujours journaliste? Est-ce que vous vous présentez toujours comme journaliste? Oui. Même pour faire une blague, il vous faut des faits, il vous faut une vérification, il vous faut quelque chose qui soit quoi, une base solide et ensuite vous pouvez vous amuser. Historiquement, c'est beaucoup comme ça que je fais mes blagues. Moi, je fais des vidéos sur la Suisse. Alors là, j'ai fait la dernière, mais je fais des vidéos sur la Suisse où j'explique des choses pour la télévision suisse. C'est des choses que j'explique sur la Suisse. Là, avant, pendant longtemps, j'ai fait une chronique qui s'appelait Depuis quand sur Canal+, qui était sur les origines des choses, où j'allais rencontrer les inventeurs de tout au Japon, tout ça. À chaque fois, effectivement, c'est genre, tiens, je fais des recherches sur la chose et je dis, tiens, quelle est la réalité? Oh, tiens, là, il y a une blague à faire sur cette réalité-là. Et c'est marrant parce que je faisais quand j'étais au Monde et que donc j'avais des gens qui faisaient des vidéos que je chapeautais, que je dirigeais en tant que rédacteur en chef en fait de ces personnes-là, que chef du service vidéo. Il y avait des moments où je leur disais, attends, là, il y a une blague à faire. Je sais pas quelle blague à faire, mais s'il y en a une, c'est là. Et je donnais pas la blague, mais je disais, attends, vas-y. Là, et quand je relisais leur texte, je mettais des petites croix et je disais, ça c'est l'emplacement de la blague. Le stabilo blague. C'est le stabilo blague, exactement. Mais effectivement, qui partait toujours de la réalité, quoi. Et est-ce que ça dévalorise pas l'information? Est-ce que ça l'aimait pas, justement, ça la rend pas trop légère, on la prend pas au sérieux. En fait, on vous prend pour un rigolo plus que pour un journaliste. Mais c'est ce que si vous posez la question, c'est d'ailleurs vous avez posé la question, est-ce que c'est vrai ce que vous dites Oui. Tout à l'heure, c'est que je pense que oui. Je vous ai aussi demandé si vous étiez encore journaliste. Oui, tout à fait. Mais ça m'a un peu blessé. Non, je rigole. Je pense, en fait, il y a toujours un petit risque. Il y a déjà Nicolas Demorand qui m'a dit, on sait jamais si tu dis que c'est vrai ou pas. Je dis, c'est gênant quand même. Oui, parce que vous faites une chronique aussi sur France Inter, dans la matinale de Nicolas Demorand. Tout à fait, oui. Je resitue. Oui, faut resituer. Bien sûr, je pense qu'il y a des gens ça m'arrive assez régulièrement qu'on me dise, mais attends, mais est-ce que c'est vrai, etc. J'essaye le plus possible que ce soit clair, que quand je dis quelque chose qui est de l'ordre du fait et que quand je dis quelque chose qui est de l'ordre du commentaire sur ce fait. Surtout que cette chronique-là, c'est vraiment une chronique d'humour. C'est une case historique de chronique d'humour. Sur un France Inter. Sur France Inter, mais il n'empêche que je raconte quand même des choses vraies et je les diffuse pas, mais pour chaque chronique que je fais, j'ai un document de source où chaque phrase que je prononce, je le fais pour moi-même aussi comme garde-fou, c'est-à-dire que je tire cette information de là et voici la phrase qui contient l'information que j'ai dite à l'antenne, même s'il y a une blague dedans. Et je suis content de pouvoir le dire d'ailleurs, parce que des fois on peut se dire, il dit n'importe quoi. Non, en fait, ça reste du journalisme.
en fait, même si je fais une blague toutes les phrases et demie. Voilà. Et ça pose la question des infox, des fake news aujourd'hui, qui sont des questions qui se posent avec les réseaux sociaux et depuis quelques années. Vous avez fait un passage par le Gorafi, qui était un site internet. Comment vous le présenteriez, vous d'ailleurs? C'est un site d'information qui imite les codes du journalisme pour faire des blagues. Voilà. Et ça a eu un grand succès il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est difficile de faire cet exercice, de jouer avec les informations, de même par l'humour, de faire passer une fausse information. Oui, mais je pense qu'on peut dire des choses fausses avec beaucoup de sérieux et des choses très très vraies avec des blagues. Donc je pense pas que le fait que ce soit drôle ou pas, ce soit une bonne façon de juger une information. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut j'aurais tendance à plus me méfier de quelque chose qui est dit avec le ton de la neutralité absolue, parce que précisément cette neutralité, c'est une sorte de coussin d'ambiance générale qui est censé amener la confiance, alors que et qui précisément pour ça peut être une très bonne façon de la trahir en fait. Ah, Fichtrenon, il n'est point sot le vieux dicton populaire qui dit que ce sont toujours les meilleurs qui partent les premiers. La preuve, Bilalay est mort et Céron est toujours vivant. Oh. Monsieur le procureur. Ironie, triste ironie, j'ai lu sous la plume d'un journaleux du matin avide de lieu commun que, je cite, Bilalay s'est éteint sans bruit. N'est-ce point le comble de la misère pour un homme qui réveilla en son temps l'Amérique somnolente d'Eisenhower à coups de décibels? N'est-ce point le comble pour le père de Rock Around the Clock que de s'éteindre sans bruit? Ah, ce n'est pas vous, Céron, qui vous éteindriez sans bruit. Vous, le défenseur de tympans systématiques, vous, le pape du marteau pilon, le nabab du boum-boum obsessionnel, l'ayatollah fanatique des boutonneux névrosés. Soyons justes, mesdames et messieurs les jurés, puisque finalement, c'est un peu notre métier d'être juste. L'accusé Céron, ici présent, n'a pas toujours été l'agité discomaniaque qui nous inflige aujourd'hui le désolant spectacle d'une bête humaine complètement ravagée par l'abus de l'alcool et les excès destructeurs de l'électronique musicale catégorie sous-douée. Pierre Desproges dans le tribunal des flagrants délires, c'était le 13 février 1981 sur France Inter. C'est qui Céron ? C'est le musicien DJ, disco, le musicien disco là. Ouais. Producteur. Alors ça, je ferais jamais ça comme blague, par exemple. Mec, il est devant lui. Oui, il est là. C'était le principe de ce tribunal. C'est un roast, en fait. Je oui, c'est déteste ça. le C'est roast. comme aux États-Unis. J'aime pas. Je trouve ça méchant. C'est de l'humiliation. C'est de l'humiliation. Je vois. C'est le contraire de ce que j'aime dans l'humour. Vraiment le contraire absolu. Alors que par ailleurs, j'aime beaucoup des proches. Ah bah justement, c'est pour ça qu'on voulait vous le faire écouter. Bah, mais pas quand il fait ça. Voilà. Dommage. Lui aussi a été journaliste. Lui aussi est humoriste et sur cette influence de l'humour, justement, Pierre Desproges, alors pas dans ce cas-là précis, mais qu'est-ce qui vous plaisait chez lui? Qu'est-ce qui me plaisait chez lui, il est lettré. Il fait des phrases bien construites, on pourrait dire c'est très français aussi, c'est-à-dire qu'il il est très profond, très beau, très dans ce qu'il dit, et en même temps c'est très léger. Et j'aime beaucoup ça chez lui, c'est ce que j'aime en plus. Et puis il arrive, comme tous les très bons humoristes, à prendre des choses minuscules et à vraiment tout petit. Moi, je pense Le Cintre est un loup pour l'homme, où il fait tout un sketch, mais gigantesque sur comment les cintres c'est des bâtards et il arrive, on se dit mais pourquoi je m'en fous, ah si, et en fait il révèle un monde gigantesque derrière quelque chose de minuscule et on est d'accord, et en fait il arrive à aller chercher des choses peut-être qu'on s'était dites nous-mêmes, qu'on s'était pas dites justement, qu'on avait ressenti vaguement sans se les formuler, et il catalyse dans notre esprit la conscience qu'on doit en avoir, et c'est super fort, et c'est ça que je trouve super chez Desproges. Desproges qui disait on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile quand vous êtes sur tous ces médiums, la télé, la radio, les réseaux sociaux, maintenant sur scène. Comment vous savez avec qui vous riez? On sait
pas, c'est pour ça qu'il faut faire un tout petit peu attention, mais encore une fois, il y a l'intention qui compte. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut faire des blagues sur le cancer, par exemple? Moi, j'ai envie de dire, oui, on peut faire des blagues sur le cancer. En revanche, si devant vous, il y a quelqu'un qui a le cancer ou qui vient de perdre un proche pour le cancer, non, on fait pas de blague sur le cancer devant lui. Alors bien sûr, parmi la million de personnes qui écoutent la chronique le matin, si je fais une blague de cancer, il y en a une qui va avoir le cancer. Mais je considère que elle pourra pas penser que ça lui est dirigé à elle et que je veux lui faire du mal. Alors que c'est très très dur de penser qu'on peut pas faire du mal quand on fait une blague sur le cancer à quelqu'un qui l'a. On parle pas de cordes dans la maison d'un pendu. Voilà. Le truc, c'est qu'effectivement, je suis d'accord qu'il y a de plus en plus de cordes et de plus en plus de pendus. Donc ça rend la tâche un petit peu plus difficile peut-être qu'à une époque. Est-ce que vous trouvez justement, vous parlez d'époque, est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui les humoristes sont exposés, trop exposés? Il y a des humoristes à la télévision, dans toutes les matinales radio. Il y a des humoristes partout. Pas celle de France sur les Culture. réseaux sociaux. Non, c'est vrai, vous avez raison, Géraldine. Et on y tient à ce que ce soit surtout pas d'humour. humoriste free. Donc, est-ce que tout ça, c'est positif, ou alors c'est plutôt un inconvénient pour les humoristes, et est-ce que ça influence aujourd'hui l'humour qu'ils peuvent avoir? C'est dur. Moi qui suis humoriste, je trouve ça bien. Enfin, je veux dire, je vois pas c'est neutre, quoi. Voilà, il y en avait moins, maintenant il y en a plus. C'est pas un truc. Pour y faire une chiffrologie. Pourquoi on a de plus en plus d'humoristes? Non, au-delà du nombre d'humoristes, l'idée d'être exposé, voilà, d'avoir toutes ces fenêtres. Mais ce qui fait qu'on est exposé, c'est pas. Je pense pas que ce soit le fait qu'il y en ait plein dans les médias. Ce qui fait qu'on est exposé, ce que les humoristes sont exposés, c'est qu'ils ont des gens sur les réseaux sociaux qui les suivent, et il y a beaucoup plus d'humoristes avant. Et je pense que c'est principalement pour ça qu'il y en a beaucoup plus, c'est que tout le monde, il y a plein de gens qui ont 40 000 personnes qui les suivent, par exemple. On peut être humoriste et avoir une carrière en étant beaucoup moins célèbre qu'on l'était avant. Mais ce que je veux dire, c'est que on est beaucoup plus, malgré tout, on est beaucoup plus exposé, et donc oui, en fait, on va avoir des réactions sur les réseaux sociaux beaucoup plus qu'avant, quoi. Je pense effectivement. Et ensuite, non, moi je trouve ça bien qu'il y ait de plus en plus d'humoristes. Ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'humoristes, et que la règle des humoristes normalement, c'est qu'ils parlent de l'actualité, et que de fait, l'actualité, quand on entend une info, on se dit bon attends, il y a ça et ça et ça et ça et ça à faire comme blague, et qu'il arrive souvent que tout le monde fasse les mêmes, mais parce c'est des blagues qui viennent d'elles-mêmes sur l'actualité. Moi, je ne parle pas d'actualité. Comme ça règle ce risque. Ça, c'est votre façon de faire aussi, de vous démarquer, d'avoir trouvé votre segment. Vous en avez parlé, votre façon de faire de l'humour, d'avoir cette. Je pense le fait de faire très 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 peu, pratiquement pas d'actualité. Quand j'ai commencé, c'était très très dur de l'imposer, parce que absolument tout le monde veut que vous fassiez de l'actualité tout le temps, parce que ça les rassure. Moi, ça me déprime de faire de l'actualité pour plein de raisons, et une des raisons pour lesquelles ça me déprime, c'est que c'est immédiatement caduque. C'est-à-dire que on fait un truc. Je me souviens d'ailleurs, ça m'avait marqué. C'est un journaliste qui dit ça. C'est un journaliste qui dit ça. Mais c'est un journaliste qui ne parle pas d'actualité aussi. C'est genre, j'ai mis longtemps en tant que journaliste à ne pas parler d'actualité. On peut dire que j'ai fait des chroniques sur France Inter, sur Europe 1, c'était des chroniques d'actualité. C'était des chroniques tous les jours de journalistes, tout ça, mais ça parlait pas d'actualité. Quand je faisais le chiffroscope, je disais le monde est-il de plus en plus pauvre? Ça résonnait un peu avec l'actualité, mais c'était pas l'actualité. Je pouvais le passer la semaine prochaine ou la semaine d'avant, et c'était des choses. Et j'ai mis longtemps à ce qu'on me dise bon attends, c'est pas grave, t'as pas besoin de parler d'actualité. J'aime bien. Et pardon, pourquoi je voulais dire ça, c'est parce que je me souviens très bien, j'étais en école de journalisme, et je suis venu avec ma classe, on est venu assister à la matinale de Nicolas Demorand, qui à l'époque, je pense, était, je sais plus si c'était France Culture ou France Inter. Il a fait les deux à la suite. Et il racontait il faisait ces trucs comme ça, il avait un paquet de feuilles, et quand il avait fini de les lire, il les jetait dans une poubelle qui était à sa droite, comme ça. Ce qui est tout à fait normal, parce que mais moi en fait, ça m'a marqué comme truc, genre, j'aimerais ne pas faire des choses qui en fait sont caduques juste après qu'on les a prononcées, quoi. Je vais lire cette dernière feuille, donc, et ensuite l'acheter dans la poubelle. Merci beaucoup David Castello-Lopez d'être venu dans le Midi de Culture. On vous retrouve sur scène. Merci dans votre premier seul en scène authentique. Les dates à l'Olympia en juin et au Grand Rex à Paris en octobre sont complètes, mais il y a d'autres dates qui ont été annoncées, notamment le 13 juin 2025. Oui. Et puis en tournée dans toute la France, on met au Zénith. Au Zénith, on met les dates sur le site de France Culture pour la tournée dans toute la France. Poitiers en particulier. Oui. Venez me voir à Poitiers. Oui. Les Poitevins ont l'air de moins m'aimer que les autres, ça me rend triste. Non, mais c'est très bien, Poitiers, on valide. Ouais. Pour finir, David Castello-Lopez, nous avons choisi 2 chansons en référence à 2 de vos passions, la guitare et les chiens. Oui. Chiens ou guitare, qu'est-ce que vous voulez écouter comme chanson? Ah, sur les chiens. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out?
was nice, the party was pumping. Hey, yeah, yeah, and everybody having a ball. Voilà pour terminer cette émission. Merci beaucoup David Castel-Lopez d'être venu dans les Minutes Culture, une émission préparée par Aïssatou Handoy, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vigné, Laura Dutèche-Pérez et Manon de la Selle. C'est Somaya Debèche qui réalise cette émission et Guillaume Ficheux est ce midi à la prise de son. Merci Géraldine. À demain. À demain Nicolas.